Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission qui parle des mangas que j'ai lus durant le mois en cours. Et donc aujourd'hui, en ce mois de mars, on va parler de mes lectures du mois de février. Donc c'est la petite pile qui est ici. Il y a pas mal de choses. Et on va kiffer. Oh yeah. On commence avec Dead Demon Dead Destruction. Donc le nouveau manga de Inyo Asano, donc le papa de pas mal de mangas, dont Bonne Nuit Poun Poun, qui est juste excellent, je vous recommande. J'ai quasiment tous les mangas sortis en France de Inyo Asano, sauf le Chant de l'Arc-en-Ciel, si je dis pas de conneries, maintenant il est trouvable à 100 €. Donc voilà, c'était ma réponse à ce prix. Donc là j'ai commencé à acheter le manga parce qu'on a rattrapé la publication japonaise, je crois qu'il n'y a même pas encore tome 7 qui est sorti au Japon, donc le tome 6 aussi, donc je me suis dit bon bah quitte à attendre les tomes, autant bah les acheter tout de suite et maintenant suivre avec le rythme japonais, et c'est un peu le problème que j'ai avec Bonne Nuit Poupon aussi, c'est un manga qui est bien à lire d'une seule traite, à lire tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, un tome, je ne savoure pas autant, là j'ai savouré les 6 tomes, d'un coup, quand j'ai tout lu d'un coup. Mais si j'avais acheté un tome tous les 4-5 mois, je pense que j'aurais été vite perdu, surtout qu'il y a masse d'infos dans chaque tome, il y a beaucoup de blabla, et donc c'est vrai qu'on est un peu perdu. Donc lire les 6 tomes d'un coup, ça va, des fois c'est même peut-être un peu indigeste, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais si j'en lis un tous les 6 mois, je risque d'être un peu perdu et pas me rappeler tout ce qui s'est passé avant, surtout que bah il n'y a pas trop de résumé des épisodes précédents, donc c'est un peu chaud, mais en tout cas c'est du bon Inyo Asano, donc forcément je kiffe, forcément c'est bien, et bah j'attends maintenant la fin. Bon, vu le rythme de l'histoire et comment se finit le tome 6, 10 tomes, 15 max, pas plus. 15 déjà ça serait beaucoup, parce que vu le cliffhanger du fin de tome 6, si tu me dis qu'il fait encore 15 tomes, enfin il va jusqu'au tome 15, putain il aura tiré sur la corde. 10, ça me paraît jouable. Allez, peut-être 15, hein, mais 10, ça serait jouable. 15, un peu beaucoup. Vers l'Ouest, tome 3. Putain, ça y est, il y a le tome 3. Alors je vais le dire à chaque fois, dans chacune de mes lectures du mois, à chaque fois que je parle d'un tome de Vers l'Ouest, mais purée, qu'est-ce que c'est stylé, franchement, visuellement. Waouh, la full color pour moins de 10 €, mais waouh. Alors, certes, avec 120 pages et quelques, mais waouh, il y a plein d'actions, putain, mais la couleur, rien que pour la couleur, franchement, ça vaut le coup d'œil, c'est monstrueux, les techniques en plus qu'il y a, il y a des scènes où, en fait, d'une case à l'autre, alors je l'ai peut-être pas vraiment remarqué dans les précédents tomes, mais en fait, il y a des cases où la colorisation n'est pas la même, et franchement, ça donne visuellement c'est waouh, tu vois ça, tu fais waouh, c'est stylé, ils ont mis en avant la scène, ça. Il y a des trucs en plus. Alors là dans l'histoire, Loup Blanc part avec Sanzo, donc le fameux moine du voyage vers l'Occident. Ils sont accompagnés en plus du cheval du voyage, et en fait ils ont carrément niqué l'histoire, hein, en nous disant déjà bon que Sanzo il était accompagné des démons pour qu'il calme un petit peu quand il castagne du démon, et que le cheval dragon qui l'accompagne, bah en fait c'est un dragon qui a massacré sa famille et qui a plus ou moins été maudit en se transformant en cheval. C'est génial, franchement je trouve les idées dans cette série mais juste génial, c'est ouf, et c'est bien, lisez ça. Double Me ou Double Dot Me, tome 2, donc de Oto-san et de Miki Makazu, je ne sais toujours pas. Donc c'est la suite des aventures de nos chers protagonistes, enfin notre cher protagoniste, notre chère héroïne, qui emploie avec cette application de Double Me, cette enquête policière qui est à côté. C'est toujours aussi sympathique et j'aime beaucoup le petit vanille sélectif qu'il y a sur la couverture, qui donne un petit côté écran, téléphone brisé, en plus avec l'image commencée, on a l'impression que c'est l'écran de ton téléphone qui te regarde, et par rapport à l'histoire c'est bien fichu, j'aime bien cette couverture. Sinon au niveau de l'histoire j'ai pas encore fini de lire le tome, mais c'est toujours aussi sympathique. Il y aura un tome 3, donc je suppose que ça se finira sur un gros cliffhanger. Après bon, l'histoire de Double Me ou de Double Me, c'est pas une série qui va s'étendre sur 150 tomes, je pense que le troisième tome va être le dernier. Peut-être un quatrième à la rigueur, mais 3 déjà ça serait quand même beaucoup, surtout que pour moi à la base je pensais que c'était un one shot, donc déjà qu'il y ait un deuxième tome et même un troisième tome c'est beaucoup, donc à voir la suite. Et en tout cas bon, c'est sympa, c'est un bon manga français, je te le conseille.
On attaque maintenant les tomes de Pika avec GTO Paradise Lost. Donc si je dis pas de conneries, le tome précédent faisait pas mal de clins d'œil au manga avec Kunio. Donc quand Onizuka se bagarrait aux jeux vidéo avec Kunio. Là on est plutôt sur un gros clin d'œil du passage dans le manga où Onizuka et ses élèves vont en vacances sur des plages. Ils partent encore en vacances à la plage, sur des îles tropicales. Et ça part vraiment en couille, avec des Yakuza qui arrivent pour tuer Onizuka, et bon, on a du grand Onizuka qui castagne des gens, voilà, qui te redresse et qui te fait pleurer et qui te fait avancer dans la vie. Donc, ce spin-off, cette suite de GTO, bah elle est sympathique, ça continue, ça me fait plaisir. Bon, déjà, le tome 9, c'est déjà beaucoup. Alors, est-ce qu'on arrive à la fin des aventures? Parce que finalement, on sait comment va se terminer le manga, parce qu'on sait qu'à la fin, Onizuka va aller en prison. Donc, est-ce que c'est la dernière aventure avant que le flashback de Onizuka rejoigne les aventures, on va dire, temporelles présentes de Onizuka? À voir, en tout cas. C'est vrai que ça devient de plus en plus crescendo au niveau de ce qui se passe pour Onizuka dans cette année scolaire, qui est quand même pleine de rebondissements. On passe maintenant à Seven Lessons tome 25. Alors, je casse délibérément la couverture parce que je pense qu'il y a des gens qui ne lisent pas le manga, qui regardent que l'animé. Je pense à ces gens-là, parce que si je vous montre la couverture qu'il y a là en ce moment, je vous spoil une putain de confrontation, et je pense qu'en plus je vais vous spoiler des liens avec des personnages que vous ne soupçonnez pas encore dans l'animé. Donc, pour faire simple, là on a un tome qui met surtout en avant le duo Diane King, avec quelques flashbacks qui nous expliquent un petit peu ce qui s'est passé il y a 3000 ans durant la guerre entre les démons et les 4 autres clans. Et on a aussi l'apparition des DS, du clan des DS, enfin on les voit un petit peu dans le flashback, forcément ils étaient à cette guerre-là. Donc je sais ce qui se passe ensuite et ça va être génial, surtout ce qui va se passer pour Diane King, ça va être ouf. Donc Seven Lessons, toujours une petite valeur sur du shonen depuis 2-3 ans déjà maintenant. Born to be on Here, tome 4 de Hiroaki Samura, le papa de l'habitant de l'infini. J'ai fait une vidéo qui parle de ce manga, donc allez le voir, parce que franchement c'est un putain de manga, un putain de chef-d'œuvre. Et je peux parler un tout petit peu d'un de ces nouveaux mangas sur la radio. Genre, le genre de concept que t'aurais jamais cru lire un jour. Un manga sur la radio. Et putain c'est génial, franchement c'est cool. Le personnage de Minare, donc la petite blonde qu'on voit ici, elle est juste géniale, franchement. Elle crève l'écran, enfin elle crève les pages. Et c'est génial, alors surtout qu'en plus il y a un putain de clin d'œil à l'habitant d'infini, ou à mon... Surtout quand j'ai lisé, ça fait longtemps que j'ai pas lu en plus Born to be on Here, donc le tome 3 ça fait longtemps qu'il est sorti je crois en plus, et donc là quand j'ai relu il y a les présentations des personnages, et il y a un personnage, et j'avais pas fait gaffe quand j'ai lu le tome 3 et quand elle apparaît, qui ressemble énormément à un personnage de l'habitant de l'infini, et l'auteur dit, enfin en tout cas la traduction dit, ce n'est pas un personnage de l'habitant de l'infini, ou en tout cas ce n'est pas un de ses descendants, et je lui dis, oh, putain mais en vrai, ça pourrait tellement être dans le même univers que l'habitant de l'infini, bon même si c'est complètement des délires différents, finalement même on s'en fout en fait, mais franchement Born to be on Here, c'est vrai que c'est un concept un peu spécial, faut peut-être déjà adhérer à l'univers de Hiroaki Samura pour apprécier ça. Après c'est génial franchement, rien que pour le personnage de Minare Koda, avec l'origine de son prénom, qui est juste génial, franchement j'étais mort de rire. Non, ce personnage là elle est juste géniale, cette petite jeune femme, à pète l'écran, à être plein de peps et je la kiffe. Area 51 ou Area 51, tome 14, l'avant-dernier tome de Area 51. Donc on a enfin fini la guerre entre le panthéon égyptien et japonais. Bon, ça s'est terminé comme ça devait se terminer, par un putain de combat entre Izanagi et 7, si je dis pas de conneries, putain j'ai oublié les noms, ou Anubis, je sais plus, j'ai oublié les noms des dieux, c'est juste génial, et ce tome répond à une de mes interrogations sur, il y a tous les panthéons mythologiques, mais où est la Bible? La Bible existe, enfin en tout cas les créatures de la Bible existent, c'est un petit peu qui dirige l'Area 51 en secrète, c'est un petit peu, et ça me rappelle, alors je sais plus quel univers, soit de manga, soit de BD, soit de comics, où c'est un peu le même délire où en fait les divinités, voilà, Dieu et les anges ont niqué la gueule à toutes les divinités de Panthéon, et disent maintenant on dirige le monde, vous fermez vos gueules, et cassez-vous. C'est un peu dans le même délire,
Et donc, franchement, c'est super stylé. Moi, j'ai surkiffé. Par contre, je me dis qu'il reste un seul tome. J'ai peur qu'elle se finisse en queue de boudin. Il reste plus qu'un tome et je me dis, putain, ça va se finir comme ça dans le prochain tome. Alors peut-être qu'il va être hyper épais, mais j'ai peur. J'ai super peur. On passe maintenant au tome de Kurokawa, il y en a 5 au total, et on commence avec Ultraman tome 9. Déjà, Ultraman, faut vraiment lire ça parce que c'est super stylé, même si vous aimez pas le tokusatsu. Lisez ça parce que putain, c'est un shonen de ouf, plein d'action. En plus, il va y avoir un animé en 2019. Merci Kurokawa pour l'annonce parce que j'étais même pas au courant. Donc, si avec l'animé, on kiffe pas Ultraman, en tout cas le manga et l'animé, bah, ça serait triste parce que c'est un bon manga. Alors après, dans ce tome-là, on a l'apparition de ce nouveau personnage donc, que vous verrez là, sans le reflet. Donc, qui est un Américain qui a lui aussi des pouvoirs, qui s'inspire lui aussi de Ultraman pour son costume. Je sens que ça va partir en couille et que les prochains tomes vont être encore plus géniaux. Donc c'est un tome vraiment consacré à ce personnage-là. On ne suit pas trop le héros, un petit peu, mais c'est vraiment ce personnage-là sur la couverture qui est central. Et alors, j'y connais que dalle en Ultraman, hein, je vais être honnête, mais je crois que ce personnage-là avec les cornes, c'est déjà un costume d'un personnage d'Ultraman de la vraie série. Parce que, ceux qui savent pas, le manga se passe après la première saison de Ultraman, dans une sorte d'univers parallèle, donc un what if par rapport à la série de Tokusatsu, donc de live action, qui lui a continué de saison en saison et qui est encore en cours au Japon, et donc qui est la suite de la première saison. Là, c'est une sorte de suite alternative, comment ça serait passé autrement. Donc voilà, j'ai l'impression que ce personnage-là avec ses cornes, je crois que c'est un Ultraman d'une autre saison. Peut-être que j'ai une grosse connerie. Ceux qui sont au courant, commentaires, dites-le moi, je veux savoir. Senseiya Sentiasho tome 10. On est déjà au 10e tome de Sentiasho, c'est quand même énorme. Je pensais pas que la série tiendrait jusque-là. Alors, pour ceux qui l'ignorent aussi, je vais faire une petite annonce. Il va y avoir un animé en 2019 du manga. Je l'ai regardé, même si, bon, c'est un manga sympa, mais c'est pas le plus extraordinaire de la licence Senseiya. Ça, je le dis, même si je me répète sûrement. Donc, dans ce tome-là, j'ai quelques souvenirs, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je me souviens un petit peu de ce que j'ai lu. On a pas mal de flashbacks sur les origines de ce qui s'est passé avec Saori, du point de vue des Sentia, qui, une aussi, s'est fait tuer par le Capricorne lorsque, il y a eu l'évasion, enfin l'enlèvement d'Athéna par Eoros, le jeu du Sagittaire. Ce qui est faux, hein, parce que tout le monde le sait que c'est Saga, sous les traits du grand pop, qui a tout fomenté, voilà. Et donc là, je pense qu'on arrive vers l'arc final, en tout cas, d'Eris. Je pense pas qu'il y aura une suite après Eris. En tout cas, là, on sent quand même qu'on s'approche du climax vers l'affrontement final. Bon, même si le climax peut se passer dans 10 tomes encore, hein, parce que là, il vient juste d'arriver dans le royaume de Eris pour l'affronter. Si elle a 8 sbires, comme Poséidon, comme Asgard. Hippo tome 11, le 99e tome de Hippo. Le mois prochain, le tome 100. On y est. Donc là, c'est un tome full Itagaki. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de combat avec ce personnage-là, donc le disciple entre guillemets de Hippo, qui a un style complètement différent de Hippo au niveau de la boxe, qui est bien plus vif. Et c'est vrai que au niveau de la façon de lire le match et de visionner le match, c'est vrai que c'est complètement différent, parce que Hippo, c'est vrai que c'est une grosse brute qui cogne et qui bouge pas beaucoup, qui est très statique, alors que Itagaki, c'est quelqu'un qui est très vif, et donc on a vraiment un découpage très différent et une perception du match très différent, vu que en plus il affronte un mec qui est super rapide comme lui, donc c'est vrai qu'on a des enchaînements de coups de poing, on en prend plein la gueule, ça va super vite et ça se dévore mais à une vitesse, c'est dingue. Vinland Saga tome 19, donc tome qui marque l'apparition de ce personnage là avec la lance, qui va être un putain d'adversaire pour Thorfinn durant le prochain tome, c'est sûr et certain. Alors pour ceux qui se posent la question, j'ai arrêté de lire les scans, j'ai lu au moment donné les scans, je faisais même des reviews des scans de Vinland Saga, mais j'ai arrêté parce que déjà j'ai oublié de lire les scans, et que je me suis dit, j'apprécie tellement la lecture en tome que je vais pas me gâcher le plaisir de lire le tome en lisant déjà les scans. Donc à chaque fois que je vais lire un des prochains tomes, j'ai putain de savoir parce que je ne sais pas ce qui va se passer dedans, et ça va être une putain de découverte, une totale découverte, et ça va être génial. Donc là, je pense que le prochain tome, ça va être un méga combat entre Thorfinn et ce gars à la lance, et ça va être un combat génial, on va surkiffer, je vais surkiffer, surtout s'il y a ça. Après, c'est sûr certain qu'il ne mourra pas, parce que Thorfinn refuse de tuer. Après, est-ce qu'il va changer d'avis? En plus, par rapport à ça, il y a un passage qui est juste émouvant, qui m'a fait frissonner, c'est quand
Thorfinn apprend qui a vraiment tué son père. Enfin, il sait qu'il a tué son père, mais qui avait commandité ce meurtre. Et là, tu te dis, est-ce qu'il va repasser du côté obscur? Oui ou non? Mais sauf qu'il y a quelqu'un qui dit, si tu tues quelqu'un pour te venger, moi je le ferai aussi, vu que t'as tué mes parents. Et là, tu te dis, oh putain, c'est génial. Et tu te rends compte que le personnage avec l'arbalète, là, j'ai oublié son nom, Hilda, rend le personnage de Thorfinn encore plus intéressant, parce que tu dis, est-ce qu'il va replonger dans la vengeance? Alors que bah, t'as en face de toi quelqu'un qui aussi veut se venger. C'est génial, franchement, c'est l'auteur, il est ouf, il est ouf. Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100, tome 5. Donc on est en plein dans l'arc du combat contre les lieutenants de la griffe, les mecs qui ont des cicatrices sur le visage, avec plein de combats. Alors il y a plein de persos OSEF, hein, il y en a certains je les ai oubliés. Quand j'ai relu le manga, j'ai dit ah putain, il existait aussi ce personnage là, c'est vrai, je m'en souvenais pas. Donc là, je me souviens de certains flashbacks de l'anime qui date d'il y a quasiment 2 ans. Donc, il m'a pas super marqué. Alors, j'étais un petit peu fait exprès, ils étaient un petit peu osef. Hein. Dans le manga, on les monte 2-3 cases, ils se font niquer, on passe au suivant. C'est un petit peu comme dans One Punch Man où il y a plein de persos osef parce que bah, ils se font one shot. On n'a pas besoin de s'en souvenir. Et je pense que c'est un petit peu le but. Et donc là, on approche quasiment de la fin de l'anime. Donc, je pense que le tome 6. Voire le 7, je pense, on aura rattrapé l'anime, on arrivera dans de l'inédit, sachant que, ben, comment dire, le manga s'arrête au tome 15, en tout cas, c'est fini au tome 15, donc ce qui veut dire que, ben, on est quasiment à la moitié, enfin, une fois qu'on aura rattrapé l'anime, on sera à la moitié du manga, donc à voir. Rikudo tome 7, alors, Rikudo, il y a des hauts, il y a des bas. Et là, on est un petit peu dans le moyen, parce que... Alors, autant l'entraînement avec le champion PBF, j'ai trouvé ça stylé, autant le nouvel adversaire qui apparaît, qui est une sorte de putain de violeur, qui veut se taper la copine du héros... Pourquoi à chaque fois qu'il affronte quelqu'un, faut que ce soit un taré? À chaque fois il affrontait quelqu'un, c'était un taré. Bon, allez, non. Il y a eu le mec qui était avec sa copine, qui a essayé de se maquer... Enfin, qui a se maqué, Riku... sinon, à chaque fois, il se tape contre des barges depuis quelques temps. Là, l'autre qui s'est fait tabasser par son père. L'autre, là, c'est une sorte de putain de violeur qui veut se taper la copine du héros. L'autre, il l'a fait tomber pour lui renifler les cheveux. Pourquoi? Franchement, pourquoi? Là, en plus, en ce moment, je suis en train de me relire Ashitanojo. Parce que je prépare ma vidéo du mois de mai, si j'ai pas de conneries, qui parlera d'Ashitanojo. Monsieur Manga se présente Ashitanojo. Et je me dis, putain, il n'y a pas photo, hein. Ça veut tellement une sorte d'imiter, je sais pas si c'est vraiment imiter Shinojo, mais il y a des thèmes assez centraux dans le sens de souffrir avec la boxe, mais toute la partie adversaire, c'est un peu loupé. Par contre, j'ai beaucoup aimé le passage où on voit Riku qui souffre encore ce traumatisme qu'il a eu étant enfant de voir sa maîtresse se faire violer. Je trouve ça vraiment bien. Alors, c'est macabre ce que je dis, mais voir ce traumatisme ressurgir des années encore après, c'était bien. Mais à côté, l'adversaire violeur... Non. Non. Pourquoi? Putain, mais pourquoi à chaque fois qu'il affronte quelqu'un, il faut que ce soit un taré, soit un pédophile, soit un violeur, soit... Juste un mec lambda. Comme le champion, là, au PBF, il a pas l'air d'être pourri. Pourri, voilà, il a l'air juste d'être un mec sympa. Juste, c'est le champion, mais c'est tout. Pourquoi tous les mecs qu'il affronte, c'est tous des tarés? Je comprends pas. Là, c'est ça qui me gâche un petit peu la lecture de Rikudo, c'est qu'à chaque fois, on veut créer des backgrounds un peu sombres. Tu peux faire un personnage lambda. Dans Hippo, il y a plein de personnages, on s'en bat les couilles, qui sait? On les a oubliés. Genre le Black qu'il affronte lors des Hippo, la première fois qu'il affronte, participe au tournoi des rookies. Il affronte un Black. On l'a plus jamais revu, ce type-là. On s'en bat les steaks. On sait 2-3 trucs sur lui, on sait juste que c'est un soldat. À part ça, c'est tout. Pourquoi faire des personnages avec des psychologies, juste pour que ce soit un seinen sombre et profond? Ouais, mais là, en tout cas, ça devient un peu répétitif et rébarbatif aussi. C'est un peu chiant à la longue. Et on termine ces lectures du mois avec Vigilante My Hero Academia Illegal, donc le tome 2. Alors j'avais bien aimé le tome 1, j'adore encore le tome 2, mais il y a juste un truc, non, j'en parlerai un tout petit peu après. Donc déjà, l'apparition de Ingenium, le grand frère de Ida, je trouvais ça stylé, hein, franchement, voir les personnages de My Hero Academia cohabiter avec ces personnages-là, ça rend ça stylé, même si ils pourraient exister sans eux, là, franchement, c'est cool de les voir. Après, le duo entre Knuckle Duster et le héros The Crawler,
toujours aussi cool. Pas The Crawler, Knuckle Duster, le maître là, le Batman slash Daredevil slash Punisher. Putain, mais il est génial quand le mec il dit moi je m'en bats les couilles des mecs qui ont des haltères, je leur pète la gueule avec mes poings. Génial, franchement génial. C'est un truc qui manque à My Hero Academia et ce spin-off le comble un petit peu, mais voir un mec sans super pouvoir tenir tête à des mecs qui ont des pouvoirs, ça c'est génial et franchement il est super cool. Et donc le point négatif de ce tome, c'est ce personnage là qu'on voit sur la couverture, que vous voyez là, ce sorte de ninja, qui est Stain, avant d'être Stain. Et je me dis non, pourquoi tu racontes les origines de ce méchant dans un spin-off? Alors peut-être que l'auteur t'a dit oui, t'as le feu vert, mais je trouve que c'est déjà gâché, parce que je trouvais que raconter les origines de Stain, c'était non. Je trouvais que c'était mystérieux, c'était bien de dire que on sait pas d'où c'est venu. Là, tu découvres que c'est ce personnage, ce crawler, qui l'a un petit peu motivé à faire ce qu'il a fait. Non, 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 non. Pourquoi? Alors j'espère que c'est pas l'auteur de My Hero Academia qui dit feu vert, parce que franchement, s'il a dit feu vert, mais mec, t'as tout faux. Là, c'était non. Raconte-le dans ton manga, pas dans un spin-off. C'est déjà ça. Et en plus, comment c'est raconté, c'est un héros illégal qui t'a motivé à en fait te dire que c'est pas les méchants qu'il faut que tu tabasses, c'est les héros qui sont... Non. Dans le manga, on nous dit qu'il a toujours été plus ou moins motivé parce qu'il avait un idéal par rapport à All Might. Là, tu nous dis complètement l'inverse. Non. Non, c'est limite, à un moment donné, c'est pareil, il y a eu un passage dans le manga où le héros dit qu'il a donné son sweat à un enfant, et je me dis, putain, si on nous dit que c'est Izuku, mais là je vais le tabasser le mec, c'est pas possible. On nous dit dans le manga que Izuku était motivé par All Might depuis qu'il est gosse, c'est pas un adolescent qui l'a motivé. Heureusement, c'est pas ça. Si ça aurait été ça, franchement, j'aurais jeté le manga, j'ai dit c'est bon, j'arrête de dire ça. Parce que là, c'est juste le point de Stain, c'est Stain. Nous avoir montré Stain avant, non. Un mec identique, pourquoi pas? En plus, surtout quand il affronte les Avengers, c'était stylé. Mais les origines de Stain dans ce manga, non. Alors c'est bien, ça va s'arrêter, on le reverra plus. Mais là, c'était le truc, je fais non. Non, 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 là j'ai dit non, c'est pas possible. Donc à voir avec la suite, j'espère qu'ils vont pas nous raconter les origines de notre méchant dans le prochain tome, ça serait juste horrible. Et donc voilà, c'est tout ce que je vais dire dans ces lectures du mois. En plus il commence à faire noir, je vais peut-être allumer la lumière, mais bon, vu qu'on touche à la fin de la vidéo, ça sert plus à rien, finir la vidéo dans la pénombre. Donc moi, avant de vous quitter, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu, de laisser des commentaires, de partager la vidéo. Il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et arrêtez des limaces. Allez, ciao tout le monde.